d'être avec nous. Nous sommes le mercredi 8 janvier 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro de Grande Tribune. Plaisir immense parce que nous allons essayer de vous faire comprendre de façon tout à fait approfondie les questions d'actualité. La partie est de la RDC reste toujours en trouble. Quels sont les enjeux de ce conflit, les enjeux géopolitiques de ce conflit qui persiste? Merci bien de nous faire confiance par rapport à ce sujet. On va commencer l'actualité après la prise de la cité de Massissi Centre par le M23, les forces congolaises à l'offensive. Au terme de 3 jours des violents affrontements avec l'armée congolaise et les milices locales Ouazalendo dans le territoire de Massissi au nord Kivu, les rebelles du M23 se sont emparés du chef-lieu de la région samedi 4 janvier. Ça, c'est une information RFI, information à prendre avec beaucoup de précautions. Alors, la contre-offensive des FARDC du 7 janvier a permis à ces dernières de récupérer plusieurs localités jadis occupées par les terroristes de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. L'on signale une perte importante côté ennemi. Ça, c'est une information du colonel Kaike Njiku. En réaction laissée, le M23 RDF AFC s'emparer du chef-lieu du territoire de Massissi pose un doute sérieux sur la sincérité du gouvernement congolais et la communauté internationale à trouver une solution durable à l'agression de la RDC. Ça, c'est la société civile du Nord Kivu. On va prendre la réaction de l'Angola. Le gouvernement de la République d'Angola exprime sa profonde préoccupation face à l'escalade du conflit à la conquête illégale du territoire en RDC, constituant également une violation de l'intégrité du territoire et de la souveraineté de la RDC, comme le stipule l'acte constitutionnel de l'Union africaine et la Charte des Nations Unies. Les États-Unis condamnent les violents affrontements. Les États-Unis condamnent les violentes éhontées du cessez-le-feu dans l'est de la RDC par le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda et sanctionné par l'ONU et les USA. Le M23 a immédiatement cessé les hostilités et respecté le cessez-le-feu. Nous réitérons notre appel de longue date au Rwanda pour qu'il retire immédiatement de la RDC tout le personnel, l'équipement de la force de défense rwandaise. Pour mettre fin au conflit et aux souffrances, il est essentiel que la RDC et le Rwanda respectent leurs engagements à l'égard du processus de Luanda mis en œuvre par la médiation de l'Angola et veillent à ce que le mécanisme des vérifications ad hoc renforcé soit opérationnel. On va prendre cette réaction du président du CESAC, Maître Christian Bossembe, qui écrit ce qui suit, je cite: « Je constate avec amertume que certains médias comme RFI, TV5 et France 24 relaient les prétendues avancées des terroristes tout en occultant les exploits des FARDC. Nous respectons la liberté d'expression et d'information, mais nous fustigeons fermement toute apologie du terrorisme. Les terroristes n'ont pas droit à la parole chez nous comme partout ailleurs dans le monde. Il s'agit des vies humaines et de l'intégrité de notre territoire, des principes non négociables. J'exige que les médias nationaux et étrangers respectent les valeurs fondamentales, ces valeurs fondamentales. En ma qualité de président du CESAC, je n'hésiterai pas à soumettre à la plénière la question de leur suspension sur le territoire congolais. Si ces dérives persistent, nous ne transigerons pas. » Prenons cette réaction de l'envoyé spécial Wang Xia qui condamne également l'escalade des tensions et la rupture du cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Il exhorte les parties au conflit à privilégier le dialogue dans le cadre du processus de paix régionaux de Luanda et de Nairobi. C'est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, M. Wang Xia. Notre question du jour: quels sont les enjeux géopolitiques de ce conflit armé persistant dans la partie est de la République démocratique du Congo? Mes invités sont ici déjà, 3 invités. Monsieur Damien Terranova, vice-président de UMAC, Union de Mouvements et Association Katombis. Merci beaucoup de prendre part à ce numéro de Grande Tribune. Merci beaucoup, cher Dan. Bonne année.
Merci parce beaucoup. que c'est la première émission depuis que l'année a commencé. Tout à fait. Nous avions certainement clôturé l'année ensemble. Ensemble. Et merci de ces privilèges de reprendre, de commencer une nouvelle année 2025. Je vous souhaite donc bonne année, vous ainsi qu'à votre épouse. Merci beaucoup. Je souhaite bonne année à mes co-débatteurs que vous allez présenter. Je vous laisse la primeur. Je souhaite aussi bonne année à nos téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis pendant toute l'année 2025, qui vont certainement nous suivre l'année 2024, qui vont certainement nous suivre l'année 2025. Je souhaite bonne année à ceux qui ont la facilité de nous injurier sur les réseaux sociaux à cause de nos opinions. Je souhaite aussi bonne année pour ceux qui nous soutiennent et qui nous encouragent. Donc on est ensemble, nous débattons la République. Comme vous le savez, je réitère mon principe, je débat la République et non de personnes. Quoique je soutiens les actions de M. Moïse Katumbi Chapwe, je les salue, je lui souhaite les vœux de meilleurs là où il est, lui ainsi que toute son équipe, M. Salomon et tous les autres. Donc voilà, bonne année à tous et nous sommes là pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Damien Terranova. On espère peut-être revoir très bientôt M. Moïse Katumbi atterrir à nouveau en RDC. Alors, M. Jeff Benza également, ça fait très longtemps, bonne année et merci également de prendre part à cette émission. Grande Tribune. Grande Tribune, ça va beaucoup manquer et je vous présente mes vœux le meilleur de bonne année. Merci ainsi beaucoup. que les invités qui sont sur ce plateau, oui. Sans oublier à votre épouse et à tous ceux qui travaillent dans cette chaîne, le président du CESA qui est le promoteur de cette chaîne, un homme que j'apprécie beaucoup. Je présente mes vœux le meilleur au président de la République qui est de retour déjà à Kinshasa. Sans oublier Madame Denise Nyakero, notre très distinguée. Il n'a pas vu Paul Kagame. Ils n'ont pas échangé. Hein pas du tout. Bon. On en parlera. Je salue la distinguée première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, sans oublier son excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa Toulouka, et mon chef du parti, Augustin Kabouya, et tous ceux qui vont regarder cette émission de partout dans le monde. Je suis content de savoir que je suis à face d'un catombiste et ça, le débat sera très alléchant. Voilà, merci beaucoup. Merci bien, monsieur Jeff Benza. C'est un peu du taquiner un peu là. Oui, on est là, on est venu parler de la République. En tout cas, bon retour, hein, c'est sur Grande Tribune en tout cas. Au troisième invité, Maître Thomas Gamakolo, lui qui est spécialiste des questions de Grand Lac, et il est également avocat. Je vous souhaite la bienvenue et meilleurs vœux, bonne année pour cette année 2025. Merci beaucoup, M. Dan. Je présente également mes vœux les meilleurs au promoteur de la chaîne, M. Christian Bossembe, sous l'auspice de qui nous sommes en train d'exercer notre ministère des débatteurs de la République. Et puis, je salue également mes co-débatteurs, M. Benza, M. Terranova. Bonjour. Je suis très heureux de partager des plateaux avec vous. Et j'ose croire que les enjeux politiques des conflits armés dans la partie Est, soit dans la région du Grand Lac, est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. C'est pourquoi j'ai vite accepté l'invitation pour parler de ça et de l'avenir des processus de Luanda. Très bien, merci bien. Alors, messieurs, dames, vous avez suivi l'actualité telle que peint. Voilà, on va débattre de cette question importantissime de la RDC. La RDC aujourd'hui est très mal perçue au niveau international, surtout par rapport à cette question. Certains investisseurs n'osent pas venir parce qu'ils se disent que la RDC est en tumulte, en conflit. Mais alors, ce conflit, quels sont justement les enjeux géopolitiques de ce conflit de la RDC qui a des ramifications sur toute la région, comme l'a dit M. Thomas Gamakolo. M. Damien Terranova, je commence avec vous. Quels sont les enjeux pour vous? Bon, les enjeux sont énormes. C'est une question qui a été étudiée depuis plusieurs années déjà. Je pense depuis avant même, parce que quand j'ai lu le professeur Kamanda, c'est qu'il a écrit sur ce qui s'est passé déjà ou qui s'est préparé à l'est de la République démocratique du Congo. C'est quelque chose qui demande aujourd'hui, au XXIe siècle, une réflexion très profonde, à ne pas prendre à la légère. Je veux dire ici que c'est une situation qui ne va pas être résolue seulement
par les armes, quoique je suis partisan de faire la guerre à ceux qui nous agressent. Mais aussi, il faut voir du côté, un autre côté, c'est du côté, côté politique, hein, si on peut étudier d'une manière profonde cette question. Parce que vous savez, M. Dan, cette guerre, aujourd'hui, vous allez remarquer que tous les pays environnants de la région sont impliqués dans ces conflits. Vous avez le Burundi qui est chez nous, en train de combattre à nos côtés. Vous avez le Kenya qui était là, hein, et semble-t-il qui n'est pas vraiment parti. Okay. Vous avez la Tanzanie qui s'invite de temps à autre. Et vous avez l'Ouganda qui est aussi chez nous, qui s'est invité, même si aujourd'hui il pactise avec le gouvernement de la République, mais nous savons tous que l'incursion de Bunagana est passée par l'Ouganda. Donc vous voyez, tous ces pays de Grand Lac-là, ça nécessite aujourd'hui une grande conférence, un grand débat, une grande étude de profondeur pour sortir des solutions très solides. Je suivais Jean-Baptiste Bagaza autrefois, quand il parle de l'Est de la République démocratique du Congo, il l'a dit, il dit nous envions ces pays. Lui, en tant que président du Burundi, il dit, lorsque vous regardez de l'autre côté de la montagne, il fait beau. Et il y a de belles pâturages. Et nous voulons y aller. Mais comment partir? Parce que c'est un autre pays. C'est là qu'il y a maintenant, vous voyez, comment dire, ces guerres. Et ces gens, effectivement, s'invitent dans notre pays. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, qu'il ne faut pas tout simplement dire il faut faire la guerre au Rwanda, parce que lorsque vous faites la guerre seulement au Rwanda, l'Ouganda est là. Lorsque vous faites la guerre seulement à l'Ouganda, la Tanzanie est là. Donc, moi, je pense que... Pourquoi tous ces États s'invitent chez nous? Vous avez dit que tous les États de la sous-région sont chez nous. Pourquoi ils s'invitent chez nous? Mais bien sûr, c'est simple. Nous sommes cette partie de l'Est de la République du Congo. Elle est riche en faune, elle est riche en flore, elle est riche de minéraux. Et tout ça, c'est ça comment dire, c'est ce qui attise la cupidité, la convoitise des autres pays, africains d'abord, et puis des autres pays occidentaux. Parce que, vous savez, chez nous, il y a un problème. Il y a un problème que nous avions, pas seulement maintenant, hein, c'est un problème qui date. Je vais vous donner une anecdote ici. La première raffinerie d'or qui s'est implantée en Ouganda, c'est quelqu'un qui est venu d'abord au Congo. Il a demandé au Congo s'il pouvait implanter la première raffinerie d'or. D'or, ok. Qui s'est implantée en Ouganda. Le monsieur, dont j'étais le nom pour ne pas faire sa publicité, c'est un milliardaire. Il est venu chez nous et il a sollicité de construire une raffinerie à Beni. Vous voyez? À l'époque, un des directeurs du cabinet de M. Kabila, il lui dit, bah, écoutez, je suis d'accord que vous implantez chez nous, mais vous devrez me donner 12% de votre capital d'investissement. Lui, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Il dit, non, mais si vous ne me donnez pas 12%, vous n'implantez pas votre raffinerie. Il dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il traverse juste la frontière, juste à côté, il est en Ouganda, et il implante sa raffinerie là-bas. Et il injecte de l'argent aux creuseurs, au Congo. Donc, dans moins de 3 mois, il avait récupéré son capital qu'il avait investi. Et sa raffinerie tourne jusqu'à aujourd'hui. Nous, le Congolais, on n'a rien eu. Alors, le monde occidental, il trouve que chez nous, ce n'est pas... le climat des affaires n'est pas bon. Il faudrait peut-être travailler, sous-traiter des autres nations. C'est comme ça que vous allez voir que si vous allez en Ouganda, on va vous dire que l'Ouganda est le premier producteur d'or aujourd'hui. Il exploite plus d'or que la RDC qui le sort dans sa terre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les investisseurs préfèrent investir dans les pays limitrophes de la RDC. Ces pays où, voilà. Et venir exploiter au Congo illégalement. Piquer illégalement au Congo. Donc l'enjeu principal, c'est la richesse. C'est la richesse qui est dans cette zone-là. Dans cette zone. Et vous allez remarquer que pour se maintenir, ils créent des milices
Pour justement venir piller. Pour piller la République, bien sûr. Ils créent des milices, ils créent des situations de chaos. Au Congo, le climat des affaires n'est pas opportun, c'est ça. Il y a un souci. Il y a un souci parce que la corruption a un niveau aussi élevé qui n'est pas inviable. La corruption est partout. Oui, bien sûr, mais la corruption est partout, mais chez nous aussi, malheureusement. Or, ça ne devait pas être. Merci bien, Monsieur Damien Terranova. L'enjeu principal, ce sont les minerais, la richesse du Congo qui est convoitée de par le monde. C'est ça la raison principale de cette insécurité. Voilà pourquoi beaucoup de nations s'invitent dans ce conflit. Ça, c'est M. Damien Terranova. Alors, on va écouter M. Joseph Mbenza. Quels sont les enjeux géopolitiques de cette insécurité? Merci pour la question qui mérite beaucoup de réflexion et de profondeur. Mais laisse-moi d'abord ici condamner ce qui se passe à Kolwezi parce que la SNEL a été victime d'actes de vandalisme parce que la ligne des Nzilo a été sabotée. Donc, c'est la ligne qui transporte le courant électrique vers les miniers là-bas. Ça a été saboté et vandalisé par des civiques. Vous savez bien avec pertinence que les installations de la SNEL sont des installations critiques. Alors, aujourd'hui, à Olalaba, Kolwezi, il y a manque de courant, il y a manque d'électricité pour les miniers parce qu'il y a des Congolais qui ont vandalisé, qui ont saboté les installations. Et ce n'est pas seulement là-bas, même ici à Kinshasa, on est en train de saboter. C'est pour cela que nous demandons aux autorités compétentes au niveau provincial, au niveau national, de protéger les installations de la SNEL. Parce que si la SNEL ne fonctionne pas bien, vous savez, pour maintenir les installations de la SNEL, les jours que j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai eu connaissance de combien ça coûte à la SNEL, je me suis dit, mais nous devions être sérieux envers nous-mêmes. C'est pour cela ici, j'encourage le comité le comité de gestion de la SNEL, en premier lieu le directeur général Fabrice Lussimbe, pour qu'il trouve des solutions pour protéger les installations de la SNEL, que ce soit ici à Kinshasa. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, le gouverneur de la ville, par ses services, ont démoli ici, au poste du Texco, vers Gombe, des gens qui sont venus se mettre sous les emprises de la SNEL. Ça montre déjà qu'il y a un problème de patriotisme et de civisme pour le Congolais. Oui, je crois qu'on parlera de la SNEL. Oui. Hein. Maintenant, pour comprendre ce qui se passe, vous avez utilisé un mot, un concept profond en politologie, les enjeux géopolitiques. Donc, il y a d'abord les enjeux et la géopolitique, on mélange ensemble, ça donne une autre perception de la situation dont on doit analyser. Ouais. Parce que pour analyser ce qui se passe au Congo, il faut partir de la géopolitique mondiale, il faut partir de la géopolitique de la sous-région de Grand Lac, il faut partir de la géopolitique ici en République démocratique du Congo. De cela, il faut partir aussi des acteurs de la géopolitique au niveau mondial. Ici, je parle de médias qui sont contre nous. Il faut parler aussi des ONG. Il faut parler aussi de multinationales qui sont aujourd'hui des acteurs majeurs, qui sont plus puissantes aujourd'hui que certaines nations, parce qu'ils savent aujourd'hui manipuler des nations, entre guillemets, qu'on sous-entend puissants, mais en réalité, c'est eux qui dictent la conduite de ces nations-là par rapport à la politique étrangère de la RDC. Donc, quand vous voyez ça, c'est pour cela, moi j'interpelle les politiques congolais à avoir la perception, parce que Machiavel dit la politique c'est une question de perception. Il faut percevoir ce qui se passe. Il ne faut pas voir la personne de Félix Tshisekedi, il ne faut pas voir la RDC telle que ça se présente, mais il faut pousser très loin. Maintenant, par rapport aux acteurs de la sous-région des Grands Lacs, je suis d'accord avec Monsieur Terranova, parce qu'il y a des acteurs. Ici, nous prenons l'East African Community, nous prenons la SADC, et qui se sont invités. D'autres que le gouvernement congolais a invités, et les autres qui sont venus par eux-mêmes. Ici, je citerai les criminels Paul Kagame et sa milice ethno-tribale Tutsi, soutenus par des multinationales et l'OTAN, l'organisation des traités de l'Atlantique du Nord, vérifiable par le président polonais qui est allé au Rwanda. Il a dit de manière expressive verbis, si la RDC attaquait le Rwanda, nous intervenons directement. Pour maintenant les acteurs internes ici, c'est là où se trouve le problème. C'est là où se trouve le problème de l'homme politique congolais. Je suis d'accord parce qu'il y a certains acteurs politiques ici à Kinshasa, même dans des chefs-lieux, qui partisent
avec des multinationales via des groupes de milices qu'on appellerait, entre guillemets, groupes armés pour exploiter nos minéraux de manière artisanale. Parce qu'il vous souviendra, avec que Félix arrive au pouvoir, nous avons une centaine de pistes d'atterrissage, des avions, des petits porteurs et des jets qui quittaient le monde entier pour venir. Ici, je rappelle, le Qatar, aujourd'hui, le président venait de Doha. Le Qatar, aujourd'hui, il y a un problème de climat des affaires, mais le climat des affaires s'améliore parce que Premier Agon SA, qui exploitait l'or du Congo de manière illicite, est venu par la grande porte, en coupant même l'herbe sous le pied de M. Museveni. Aujourd'hui, c'est clair et net, transparence internationale. Aujourd'hui, l'or qui sort de la RDC est pisté de partout dans le monde. Mais la partie est, elle est certes très riche, il y a des minerais, il y a le coltan, il y a l'or, il y a le nobium, mais il n'y a pas que cette partie-là qui est riche. Le Congo est aussi riche dans d'autres régions. Le Katanga est riche, l'ex-Katanga est riche. Je dirais même que le Congo central est aussi riche en ressources naturelles. Mais pourquoi simplement cette partie est en proie à l'insécurité? Là, maintenant, il y a un acteur majeur dans ces conflits inutiles et bêtes, c'est le Rwanda, dont Paul Kagame a des visées expansionnistes et des velléités d'occuper nos terres, parce que eux, le multinational, ils ont besoin de l'insécurité pour exploiter, mais Paul Kagame a des visées expansionnistes par rapport à nos terres. Laurent Désiré Kabila en avait déjà évoqué dès son vivant les intentions de Paul Kagame. Mais il y a aussi Museveni. Hein, Non, Museveni n'a pas de visée expansionniste. Museveni est dans le commerce et dans l'économie. Il faut faire la part des choses. Museveni n'a pas besoin d'occuper nos terres. Excusez-moi de vous le dire, ça c'est la vérité. Museveni profite de l'insécurité en Utiri à une partie du Kivu pour permettre à ce que le cacao, l'or, puisse arriver chez lui. Les rapports de l'ONU indiquent que l'Ouganda est parmi les États qui soutiennent il faut faire la rébellion du M23. Non, il faut faire la part des choses. Ou les terroristes du M23. Non, il faut faire la part des choses. Je le dis, il faut faire aussi attention avec certains rapports qui sortent. Alors, pourquoi je dis l'Ouganda? L'Ouganda, lui, il ne vise que les intérêts économiques. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, même tout ce qui s'est passé par rapport à Bunagana, vous remarquerez que même au sein de l'emprise de M. Kagame sur le fils Museveni, qui a ouvert la frontière pour l'occupation de Bunagana. Donc, ce qui revient à dire aujourd'hui, les enjeux sont tels qu'une fois, en 1983, même le premier ministre israélien, Shamir, en avait évoqué en disant que la RDC, c'est une injustice naturelle de Dieu à l'égard des autres nations du monde. Donc, si vous n'êtes pas fort et puissant, nous allons y venir là-bas et prendre ce que vous avez. Le Congo. Donc, c'est à nous maintenant de prendre conscience, de comprendre que non, les enjeux géopolitiques mondiaux et régionaux qui s'offrent à nous, nous dictent un certain comportement à adopter face à la réalité. Est-ce que vous avez l'impression qu'on adopte ces comportements-là? Non, non, ça ne vient pas encore, mais ça vient petit à petit parce qu'aujourd'hui, la population est en train d'entrer en danse pour dire non à ce que la communauté internationale présente comme recette pour faciliter tout ça. Mais moi, je suis de ceux-là. Il y a un acteur majeur qu'on doit beaucoup traiter avec beaucoup de sérieux, c'est la MONUSCO. La MONUSCO, avec beaucoup de sérieux. Merci bien. Je donne la parole également à M. Gamakolo. Quel est votre avis à ce sujet? Merci. Quels sont les enjeux? Oui, tout d'abord, quand nous parlons de géopolitique, j'aimerais d'abord que les téléspectateurs qui nous regardent, pour qu'on ne perde pas, ce sont des notions, comme l'a dit mes prédécesseurs, comme l'a dit mon prédécesseur, M. Benza, qui est un peu trop complexe s'il faut la définir sur le plan tout à fait académicien. Et le but de l'émission, je pense, c'est de pouvoir amener les gens plutôt à comprendre ce qui se passe, notamment dans les rapports entre les puissances, entre les pays qui sont en rivalité par rapport à leur influence sur un espace donné qui se trouve être la région des Grands Lacs. Ça signifie qu'au niveau de la région des Grands Lacs, il y a des États qui sont en compétition. Quand vous parlez des enjeux géopolitiques de ces conflits de l'Est, que moi j'ai tant un peu au Grand Lac, puisqu'il y a tout comme l'a dit Terra Nova, mon co-débatteur Terra Nova, il y a tous les pays de la région presque qui ont les regards braqués sur ces conflits et qui sont présents. C'est une mini-guerre mondiale, comme j'ai toujours dit, à l'échelle sous-régionale, même s'il y a d'autres puissances un peu plus éloignées qui regardent un peu plus loin, mais c'est d'abord un problème de rivalité, d'influence sur un espace géographique bien donné.
Vous comprenez? C'est pourquoi, justement, je vous autorise de poser la question par rapport à l'enjeu géopolitique. Oui, j'autorise parce qu'effectivement, ici, dans la géopolitique, il y a un dualisme hein, qui est un fondamental par rapport à la géopolitique, c'est la terre et la mer. Bon, pour les Américains, ils ont ajouté même l'espace. Vous comprenez? Parce qu'ils se battent avec la Chine, ils ont des rivalités. Les rivalités américaines et chinoises, par exemple, ça va jusqu'à la ligne. Ça va jusqu'à... Mais en réalité, pour nous, des pays simples comme les nôtres, nos rivalités s'arrêtent au contrôle ou à l'influence sur des espaces soit terrestres, soit maritimes. Comme les États-Unis, on peut considérer que c'est un pays qu'on peut considérer comme étant une thalassocratie, puisque les États-Unis ont ce qu'on appelle le Sea Power. Ils ont une projection de force terrible sur les océans Pacifiques et tous les océans et des îles même inimaginables où ils ont des bases. Ils ont plus de 300 bases, je ne sais pas si c'est 700 ou combien de bases dans le monde. Donc c'est une thalassothérapie, thalassocratie. Nous sommes une télucratie, puisque notre espace maritime n'est pas assez large, c'est juste une douzaine de kilomètres. Au niveau des bananes, c'est la seule porte de sortie pour nous, pour aller vers l'océan Atlantique. Donc, vous voyez déjà que si les plans géopolitiques, si nous devons considérer que la géopolitique s'intéresse à l'espace et à l'influence qu'on peut avoir sur un espace ou aux rivalités qui peuvent naître d'un espace, nous pouvons considérer que notre pays est beaucoup plus riche sur le plan des... Nous sommes une télucratie. Nous avons donc vocation à être une télucratie parce que notre territoire est riche dans la plupart des minéraux stratégiques que le monde recherche. Et cela peut constituer un enjeu si les autres puissances de la région nous le contestent ou sont en rivalité avec nous pour le contrôle de ces richesses, comme je pourrais considérer la thèse de M. Terranova qui est beaucoup plus allé dans ce sens-là. Mais ces conflits, même si nous allons dans la sphère géopolitique, c'est-à-dire sur le plan des relations internationales, sur le plan des affaires étrangères, mais ces conflits, il faut bien d'abord la définir, les conflits de l'Est. Pour ce qui concerne le Congo, parce que M. Mbenza a essayé de toucher l'aspect interne, mais il a essayé juste d'attaquer aux acteurs politiques, aux Tutsis, parce qu'il a parlé des rébellions tribales ou ethniques. Donc il a juste touché ça, mais il a survolé. Mais en réalité, pour ce qui concerne le Congo, je considère que très généralement, je laisse d'abord les aspects de rivalité, de puissance entre les États de la région, qui sont peut-être des États pivots par rapport à certaines puissances plus élevées qu'eux. Mais je reviens au niveau ici congolais, puisque moi je n'aime pas trop cette responsabilité de toujours voir que l'affaire c'est l'autre. Comme ça, on te disait l'affaire c'est les autres. Nous avons un problème en interne. Et en interne, les problèmes qui se posent par rapport à ces conflits, le problème qui se pose en interne, c'est un problème qui consiste dans, en quelque sorte, je peux dire, la marginalisation d'une partie des Congolais à qui on ne veut pas accorder droit de cité. Et ces problèmes, c'est ça l'épicentre de ces conflits. C'est-à-dire qu'au Congo, il y a ce qu'on appelait, je sais pas si j'ai fait le parallélisme avec l'Allemagne. Hein, on parlait à l'époque de l'Allemagne, après la République de Weimar, c'est-à-dire les années 30, 33, on parlait de la question juive. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de juifs qui étaient devenus, qui étaient devenus allemands depuis des siècles, mais à qui on ne reconnaissait pas qu'ils ont un foyer social en Allemagne. Donc ils devaient chercher leur foyer national ailleurs. Vous dites que c'est l'épicentre du problème, c'est-à-dire c'est ça même le centre névralgique. Mais dites-moi. Et par rapport à la géopolitique, il y a une centaine de groupes armés. Est-ce que tous ces groupes armés s'inscrivent dans cette logique-là de dénier le droit de citer à ce groupe? Tout d'abord, tout d'abord, nous avons au Congo une critique qui date des années 60. Quand Denis Paluku qui était ministre de l'Industrie du gouvernement de l'Est, avait lancé la guerre de Kanyarwanda, que Banyarwanda, Baroudi et Kwabo. C'était ça le mot d'ordre. Ces mêmes discours, vous allez les voir dans Lucha, vous allez les voir dans tous les groupes Maïmaï, qui se battent jusqu'au dernier Tutsi. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas l'idéologie du gouvernement. Le gouvernement, quand il a fait alliance
avec tous ces groupes, des dessins, quelques groupes, c'est-à-dire Bilosé Bichambuke, Nyatura, vous prenez des groupes comme APCLS, déjà avec Karaïri, tous ces groupes armés-là, quand il les a pris dans le cadre de lutter pour sauvegarder l'intégrité du territoire, c'était pas un but d'extermination d'une partie de la population. Malheureusement, c'est l'ADN de tous ces groupes Maïmaï consistait en quoi? Que Banyarwanda, Barudi et Kwabo, ce qui veut dire que les Banyarwanda, c'est-à-dire les locataires de la langue Kinyarwanda, doivent rentrer au Rwanda. Ils n'ont pas ici chez nous des terres. Qu'est-ce qui démontre que c'est ça l'épicentre du problème? C'est l'épicentre, pourquoi? Parce que regardez, nous avons fait 30 ans. Si vous êtes dans la géopolitique, c'est les relations internationales déjà, c'est déjà les affaires étrangères. Mais ici au Congo, on a fait 30 ans de guerre. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que c'est depuis 94, quand il y a eu les déplacements des mouvements. On ne peut pas faire la géopolitique sans compter l'histoire. Quand il y a eu les déplacements des populations du Rwanda, après le génocide de 94, dans ces populations, c'était infiltré des interamoués, des génocidaires, ainsi que les phares qui venaient d'exécuter les génocides là-bas, qui étaient dans des cas à Mugunga, à Katale et partout là-bas. Ils étaient là-bas, ils s'entraînaient, ils avaient créé des forces pour aller reconquérir le pouvoir au Rwanda. Donc, du coup, il y avait un jet de rivalité entre les nouveaux pouvoirs qui venaient de s'installer au Rwanda et la République d'Isaïe qui hébergeait des gens qui avaient la velléité de reconquête de ces pouvoirs qui venaient de perdre. Vous voyez, et ces gens-là ont trouvé qu'au Congo, il y a la même sociologie, la même démographie, puisqu'il y avait à Massissi, qui est devenu aujourd'hui le théâtre de la guerre, parce qu'il y a eu ici au début de janvier, du mois de janvier, la recrudescence des combats au niveau de Massissi qui a donné lieu à la prise de Massissi Centre. Ils sont venus appliquer la même haine. Oui, quand ils sont arrivés, ces gens-là ont attaqué les Tutsis qui étaient ici, qui ont fui au Rwanda. Mais ils sont pas donc le problème... Ce sont des Rwandais qui ont attaqué. Ce sont des Rwandais. Mais écoutez, quand les gens condamnent, j'ai entendu des condamnations qui n'ont l'intégrité territoriale du Congo. Mais Massissi, avant que l'M23 ne les conquiert, est-ce que c'est le gouvernement qui l'occupait? Qui occupait Massissi? Non, il y a des hommes comme Gungu, de Burungu, tout ça c'était occupé. Même les parcs de Virunga, c'était occupé par les FDLR. Mais les FDLR sont des Rwandais. Il y a une diaspora génocidaire rwandaise. Il y a une diaspora génocidaire rwandaise qui a élu domicile dans les domaines. Vous voyez Kishiché. Permettez-moi de dire, il faut connaître les géographies. Kishiché, parce qu'en fait, Kishiché, Bambo, c'est à la lisière des parcs Virunga. Dans les parcs Virunga même, Burungu, Gungu, tout ça, les faisaient du commerce du bois. Ils vendaient les braises, ils vendaient les chanvres, ils étaient dans toutes sortes de trafics. Ces gens-là, même si on met un tapis rouge pour qu'ils rentrent au Rwanda, volontairement, ils ne rentreront pas. Parce qu'ils ont compris que les sucres congolais, ils ont goûté au sucre. Les groupes armés comme Nyatura, c'est un groupe armé. Les sucres, c'est quoi? C'est d'abord sur le plan de la terre. Je vous ai dit que les Congolais ont une télécratie. Nous avons des terres arables à perte de vie. Nous avons des terres riches en minéraux. Et il y a des zones entières que l'État ne contrôlait pas déjà. C'est pourquoi le chef de l'État, dont je vante la sagacité, avait créé l'état de siège. L'état de siège n'a pas été créé contre les M23. L'état de siège a été créé contre ces groupes armés qui pilulaient. En 2012, on a arrêté Mourouanachak, le docteur, en Allemagne. Il a été jugé pour les exactions qu'il commettait à Kishiché, à Bambo. Ils ont vidé ces zones des Congolais autochtones qui étaient là, qui étaient des Tutsis, qui étaient des Kumu, qui étaient des Tongo. Tous ces gens-là, ils les ont vidés de là. Ils ont occupé ces territoires. Qui a compté les Hutus qui étaient venus en 94? Personne. Merci. Ils ont mis au monde. Et ils mettent au monde. Hein. C'est par Hutus au moins 5 enfants. Aujourd'hui, ils sont devenus nous. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui peut constituer un enjeu sur le plan géopolitique entre nous et les Rwandais, c'est-à-dire sur le plan de la rivalité entre les deux puissances. Merci bien. Sur le plan de la souveraineté entre les deux puissances, c'est aussi cette démographie rwandaise, cette diaspora rwandaise qui occupait ces territoires de Massissi-là. Et ça, ce sont des problèmes. Et puis, il y a les problèmes, je peux dire, je chute là-bas, en disant que les problèmes de retour des réfugiés. Ça, c'est un enjeu géopolitique. Rwandais ou Congolais. Oui. C'est un problème, c'est un enjeu géopolitique. Retour chez eux. Parce que dans la géographie, il y a aussi la démographie. Ces gens estiment qu'ils sont congolais et qu'ils sont des citoyens congolais, ils doivent rentrer dans les terres à Massissi, dans Aruchu ou partout, les FDLR les a chassés. Vous voyez, ça fait une conjonction d'ennemis. Entre les M23 et les Rwandais, ils ont un même ennemi, c'est les FDLR, en quelque sorte, qui triandait les Tutsis,
qui massacraient les Tutsis. Vous comprenez un peu ça? Qui ont amené la critique de la machette. Vous allez vous souvenir qu'avant 94 et 96, vous êtes tous des Kinois, vous n'avez jamais entendu. Nous, on s'est battu à Meni, au Côté Sport, au Kumbusu, quoi, quelque chose comme ça. C'était pas des machettes. Cette critique, c'est eux qui l'ont amené. Après avoir fait l'épreuve de cela au Rwanda. Donc, vous voyez, ça crée quand même un problème, un enjeu géopolitique. Merci. La présence même des FDLR ici est un enjeu géopolitique. Les retours des réfugiés est un enjeu géopolitique de ces conflits. Merci et c'est ça, les minéraux et tous les autres là sont des causes mineures. C'est mineur. C'est mineur. Parce que ce sont des symptômes, ce ne sont pas des causes. Nous, au lieu de traiter la cause, nous traitons le symptôme. Merci bien. Merci, M. Damien Terradon. On va donc avancer. Deuxième tour de table avant qu'on prenne le deuxième sujet. On va prendre juste 3 minutes, et puis on prendra le deuxième sujet sur le processus de Luanda. Votre co-débatteur en face a parlé d'un conflit interne qui a commencé par la déportation ou la fuite des Rwandais du Rwanda vers la partie est de la RDC dont on ne connaissait pas le nombre. Ils sont venus avec l'idéologie de combattre, il a dit, les Tutsis congolais qui étaient dans cette partie du pays. À votre niveau, quand savez-vous de ce conflit des points de vue internes? Merci beaucoup, M. Dan. Je crois que mon co-débatteur a donné beaucoup plus d'éclaircissements et même il a donné des informations que je semblais ignorer aussi pendant très longtemps. Vous partagez. Par exemple, quand il dit dans cet exode de guerre au Rwanda en 1994, il est venu non seulement les Tutsis, mais il y avait des Hutus aussi qui se sont, qui se sont moulés au Bantou qui se trouve en République démocratique du Congo. Et ça, on n'en parle pas effectivement. Et donc, je crois que le vrai problème de cette guerre-là, c'est qu'il venait de dire ici. Là, ça contredit votre thèse d'avant. Vous avez dit que c'était des problèmes de minerais. Non, mais j'ajoute, ça ne contredit rien. Lui dit c'est un problème mineur. Ça ne contredit rien du tout. Lui dit c'est un problème mineur. Non, ça ne contredit rien. Ça c'est. J'ai dit qu'il y avait une panoplie, c'est pas un mosaïque de problèmes. Et parmi le mosaïque de problèmes, vous avez des minerais, il ne peut pas le nier, personne ne peut le nier sur cette table, et même ceux qui nous suivent. Il y a ce problème-là qui est majeur, d'ailleurs, mon co-débatteur l'a dit, il y a des multinationaux qui s'y ont investis et qui encouragent cela parce qu'ils ont besoin de la matière première. Mais c'est ça le problème aussi chez nous au Congo. Nous ne parlons que de cet aspect-là. Tous les communicateurs qui passent devant vos micros, nous ne parlons que de cet aspect qui est pécuniaire, qui est de ces multinationaux, parce que, évidemment, nous devons les dénoncer. Mais nous oublions aussi cet aspect qui est très important des personnes qui ont exterminé des populations congolaises, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils voudraient avoir leurs terres. Vous voyez, et je pense l'exposé qu'il venait de donner, se justifie par lui-même. Et même, se justifie par la naissance des Maïmaï. À l'époque, les Maïmaï combattaient les Interamwe qui sont venus du Rwanda et qui massacraient nos frères congolais. C'était ça, en fait. C'était ça le but des Maïmaï. Et même quand vous suivez, comment il s'appelle, Bitakwira, quand il passe, je l'ai vu passer dans votre émission, quand il parle de ceux qui massacraient les Congolais ou de ceux qui massacrent les Congolais. Or, ces amis des FDLR, eux, ils avaient besoin de l'espace et ils étaient contraints par les autochtones, mais ces autochtones n'ayant pas des armes, les autres avaient des armes. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire la guerre il y a comme une convergence d'idées entre, d'une part, le gouvernement rwandais et d'autre part, ceux qui sont le gouvernement rwandais et les M23. Ce que l'a dit, votre co-débatteur a dit tantôt que le gouvernement rwandais veut s'attaquer aux FDLR qui ont une vision... Ça a toujours été le but. Qui ont une vision de s'étendre sur le Rwanda et s'attaquer au gouvernement rwandais, et les M23 qui sont en train de se battre pour les Tutsis congolais. C'est comme une convergence d'idées, une convergence de projets. Est-ce que cela se justifie? Ben, justement, nous avions parlé plusieurs fois ici chez vous. Il y a cet aspect de choses, c'est-à-dire Kagame qui a peur d'être attaqué un jour
ou d'être surpris, d'être détrôné par les FDLR qui vivaient au Congo. OK? Et vous avez une population, comme je le disais dans votre émission de la fois passée, Afasié Tutsi, qui sont attaqués par les FDLR pour les déloger de leurs terres. C'est ainsi que ce dernier se sont mis, au lieu d'être défendus par leur gouvernement, ils se sont aussi organisés en troupes et attaqué pour faire la guerre aux FDLR. Et quand M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, connaissant cette réalité-là, il a porté main forte à M. Kagame pour qu'il vienne chercher les FDLR. C'est ainsi que M. Félix Tshisekedi avait décrété ce que nous avions appelé l'état de guerre, l'état de siège, qui n'est pas comparable à l'état de guerre. Nous étions en état de siège. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'était de dénicher tous ces FDLR, tous ces Interahamwe qui ont fui le Rwanda et les prendre, soit les arrêter, les maîtriser, soit les déporter vers le Rwanda. En RDC, la question sur cette insécurité est sévie principalement en République démocratique du Congo, où nous avons plus de 200 groupes armés. Aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays de la région. Non, il faut dire que pourquoi au Congo, il y a cette les 200 groupes, ça c'est une autre paire de manches. Les 200 groupes sont nés par, vous savez, cet espace. Moi, j'ai été partout là-bas, Beni, Butembo, on a circulé. Vous allez constater qu'il y a absence de notre armée. Je l'ai dit dans une des émissions. Nous avons absence de notre armée là-bas, l'armée régulière. Alors, quand il y a eu ces attaques ethnico et tribalo dans ces coins, les gens se sont constitués en armée d'autodéfense. Des individus se sont constitués. Et vous allez arriver plus tard, je prendrai l'exemple de Mboussa Nyamwisi, qui lui avait des moyens, avait de l'argent, c'est lui qui a introduit les armes à feu dans cette zone là-bas. Parce qu'il avait sa milice à lui, qui devait faire face à d'autres milices qui venaient avec, cette fois-là, avec des armes blanches. C'est ainsi que chaque détenteur d'une mine s'est procuré des armes à feu et il y a cette prolification des groupes, de groupes armés aujourd'hui. Ce sont, s'il vous plaît, je veux chuter, ce sont des groupes des individus qui les ont créés pour leur autoprotection. C'est pourquoi il y a prolifération des groupes. C'est pourquoi il y a prolifération. Et après ça, vous savez, ces gens-là, d'ailleurs, ils s'attaquent beaucoup plus entre eux. C'est beaucoup plus entre eux. C'est pas fini, c'est jusqu'aujourd'hui. À notre grande surprise et désarroi, on a vu, au lieu que le gouvernement les maîtrise, il y a eu un moment donné, à l'époque de M. Bemba, qui était, quand il était ministre de la Défense, il a invité ces criminels jusqu'ici. M. Bemba. Mais oui. Ils étaient là, aux frais de l'État. Alors, je n'ai pas il a mangé avec eux, ils ont bu avec eux. Malheureusement, comme ça a été avec les M23 autrefois. C'est quand même assez grave comme déclaration, ça. Mais non, mais écoutez, ce n'est pas une déclaration. On va y revenir. Ce n'est pas une déclaration, c'est connu, tout le monde le sait. M. Joseph Benza, votre avis par rapport à ça? Je suis sûr que même Mbeza ne va pas me contredire quant à ça, parce qu'il sait que Bemba les avait invités à Kinshasa. Il y a une FDLR. Pas des FDLR, papa. Je parle de groupes armés de l'Est de la République, surtout dans le Grand Nord. Bon, on va y revenir. Beni, Butembo, Massi, tout ça. Ils sont venus ici, ils ont mangé ici au Grand Hôtel pendant que toi et moi on cherchait le transport et ils étaient roulés dans les véhicules de l'État. Monsieur Joseph Mendia, votre avis par rapport à ces affirmations que nous avons tous entendues sur ce plateau? On parle de l'épicentre du problème qui serait la haine, le refus d'accepter les Tutsis congolais. Merci. Je suivais religieusement mes deux co-débatteurs de l'opposition. Je me suis rendu compte que leur approche est très dangereuse pour la République démocratique du Congo parce qu'ils ont dédouané le Rwanda dans tout ce qui se passe et les jeter sur nous, Congolais, entre nous, pour justifier ce qui se passe à l'Est. Je pose la question à M. Katombiste. De l'autre côté, je vais chercher un mot. Quand est-ce que le président de la République et le gouvernement
ont-ils aidé Kagame à traquer les FDLR ici au Congo? Quand? Non, vous allez répondre. Vous donnez le lieu, la date, la signature. Parce que pour autoriser Kagame à venir ici, ça devait se faire au grand jour. On sait que je sache, peut-être, je ne sais pas où vous l'avez eu. Parce que je vais vous rencontrer. La rhétorique qu'il a mis sur cette table ici, c'est la rhétorique du ministre des Affaires étrangères rwandais. À ce qui concerne les FDLR sur l'espace Massissi. Je suis très étonné. Ça, c'est très dangereux. Ici à Kinshasa. Et que le ministre des Affaires étrangères rwandais justifie la présence de son armée à Massissi Centre parce qu'il y a des élèves, des FDLR qui tuent le Congolais et ils viennent en rescousse. Mais c'est très dangereux, monsieur l'expert en ce qui concerne les sécurités à l'Est. C'est faux, archi faux. Messieurs le journaliste, il vous souviendra, la feuille de route de Luanda, le gouvernement congolais face ici, j'évoque Madame Thérèse Kaikwamba, devant le ministre des Affaires étrangères rwandais. Sur la table, les dossiers des FDLR. C'est la première fois que depuis Félix est au pouvoir, accepte de collaborer avec Kagame pour traquer des FDLR. Messieurs, quand vous parlez, je ne parlais pas. On a créé, attendez, on a créé même une commission ad hoc de vérification. Et je vous apprends que la délégation rwandaise, jusqu'aujourd'hui, depuis qu'ils étaient en route, ne sont jamais arrivés. Et que le ministre des Affaires étrangères rwandais était à la petite barrière, au Rwanda et à Goma. Depuis ce temps-là, ils ne sont jamais venus pour venir vérifier où se trouveraient les FDLR ici au Congo sur la situation de la géographie à l'Est. Où est-ce que vous évoquez? Où est-ce que vous avez eu ça? Vous connaissez le nombre des FDLR depuis qu'ils sont entrés, depuis en 1994 jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'ils sont entrés avec leurs armes. Est-ce que vous connaissez le nombre? Comment le dire ici à Kinshasa? Je suis très étonné que ce sont mes compatriotes congolais qui le disent ici pour défendre la rhétorique rwandaise. Ici, il évoque une communauté, disons-le comme ça, pour être bien explicite, qui serait marginalisée au Congo. Mais il n'a pas dit, c'est vous qui avez parlé des Tutsis. Il devait dire que ce sont des Tutsis. Mais c'est faux, archi faux, ce qu'il avance comme argument. Vous arguissez à contre-vent, à contre-courant de l'histoire. Monsieur le journaliste, le général Pacifique Massouzou, il est Tutsi. Guizaro, il est Tutsi. De quelle marginalisation? Il y a eu un problème. La rhétorique qu'il évoque ici commence parce que Nyarugabu et Azarias Roubewa se sont sentis touchés quand les Touaregs néo, des criminels, ont voulu prendre des positions des FARDC. Quand ils ont été repoussés et détruits sérieusement, c'est comme ça que Roubewa et Nyarugabu, avec l'organisation criminelle à l'international, qui finance les criminels, Banyamulenge, avec leur groupe armé, qui sont montés au créneau. Et il y a une autre organisation de ceux qui l'évoquent comme marginalisés. On dit, nous ne partisons pas avec Roubewa et Nyarugabu parce qu'ils se sont des manipulés de Kagame. Est-ce que vous n'êtes pas au courant de ça? Qu'est-ce que vous évoquez ici à Kinshasa? Je suis très déçu. Je suis très déçu d'entendre ça d'eux. Le seul moment où le gouvernement congolais, sur pied de la feuille de route de Luanda, il faut traquer les FDLR. Est-ce que les FDLR existent vraiment? Mais il faut leur poser la question, c'est eux qui savent là où ils sont. Parce que lui-même dit qu'il commerce ici à l'est du pays. Étant donné que la MONUSCO, regardez le complot, là où Kagame vous a roulé, vous tous. Parce que le gouvernement congolais a accepté de neutraliser. Mais il y a une commission ad hoc, le Rwanda, depuis qu'il a envoyé ses délégués, ils sont en route depuis, ça fait 3 mois. Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Messieurs le journaliste, la MONUSCO a évacué 2 vagues des FDLR arrêtés quand Félix est arrivé au pouvoir. Et ces FDLR ont été ramenés ici au Congo sous la forme du M23. Dites-moi, vous qui connaissez bien les FDLR, quand est-ce que, parce qu'ils sont contre le régime de Kagame, quand est-ce que même une balle a été tirée de la RDC vers le Rwanda par le même FDLR? Est-ce que vous pouvez nous dire là où ils sont? Ça, c'est la rhétorique du ministre des Affaires étrangères rwandais que mon frère est venu relayer ici. Nous l'avons bien suivi. Heureusement, nous sommes à la page de ce qui se passe à l'Est. Et Dieu soit loué parce que nos FARDC ont récupéré Massissi Centre. C'est là démontré à suffisance que l'argument de Kagame ne tient plus. Il a dit que ce sont des FDLR qui traquaient, qui menaçaient son régime. Une fois de plus, non, ce sont des Tutsis rwandais vivant ici, que lui connaît, qui sont menacés. Mais aujourd'hui... La problématique des Tutsis est un prétexte. Non, c'est un prétexte qu'on a vidé de tout sens. Il n'y a plus.
Parce qu'ils sont aujourd'hui au pouvoir. Et il y a des... Bon, ils ne sont pas des Tutsis rwandais, ce sont nos frères congolais. Depuis 1920, la première vague que le Belge a recueillie ici, c'est depuis 1920, à l'est du pays. Tout le monde le sait. On les avait seulement déplacés de là où ils étaient. Tout ça, ce sont des machinations de Kagame pour justifier sa présence. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, avec sa diplomatie, ça ne tient plus. Je dis, ça ne tient plus. Kagame a des velléités expansionnistes et d'exploiter nos minerais de manière illicite. C'est ça. Ce n'est pas une marginalisation. Si c'était le cas, M. Guizarro ne serait pas nommé ministre d'État, M. Pacifique Souzou ne serait pas nommé. Parce que dans notre armée, il y a nos frères Tutsis qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui combattent Kagame. Oui, juste pour finir, une dernière question. Est-ce que l'arrivée de ces Rwandais qui ont fui le Rwanda en 1994, fuyant suite à cette insécurité, au conflit au Rwanda, qui sont venus au Congo, à leur arrivée au Congo, est-ce qu'ils se sont attaqués aux populations locales? Écoutez, monsieur le journaliste, voilà encore la vérité qu'il faut dire aux Congolais. En 1994, bien que M. Kengo avait refusé, mais on a ouvert des portes, c'est l'armée d'Abiyarimana qui est entrée ici. Il vous souviendra en avril, quand on a abattu l'avion d'Abiyarimana, parce qu'Abiyarimana n'a pas voulu combattre le maréchal Mobutu. Et que c'est M. Bill Clinton qui est l'instigateur de l'insécurité à l'Est. Et c'est comme ça que Paul Kagame est entré en abattant l'avion de M. Abiyarimana. Ça a ouvert la voie au conflit que nous n'avons pas voulu jusqu'aujourd'hui en 1994. La communauté internationale a laissé l'armée d'Abiyarimana entrer avec armes ici pour donner prétexte à Kagame de le pourchasser. Et c'est comme ça que Kagame est venu massacrer les gens ici. Je dis Kagame. Et c'était le début du malheur de nos frères de l'Est. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, c'était des petits groupes armés avec Mouzé cherchant un peu de l'or. Mais là, c'était un conflit majeur qui a commencé. C'est parce que la communauté internationale a voulu. Et que Kagame a trouvé un prétexte avec ceux qui avaient les ambitions de déstabiliser l'Est du pays. Merci. 10 secondes. Messieurs les journalistes, l'entrée de Kagame en 1994, Kagame s'y est installé. Je vais vous donner un exemple. Si réellement il y avait des FDLR, M. Kamere a quitté le poste de président de l'Assemblée nationale parce qu'il avait refusé de cautionner l'arrivée de l'armée rwandaise ici au Congo pour attaquer les FDLR. Attaquer les FDLR. M. James Kabarebe, chef d'état-major général, c'est pour cela, je le dis ça à mes amis de l'opposition, que M. James Kabarebe a été chef d'état-major général de notre armée. Mais pourquoi il n'a pas fini cette problématique des FDLR? Joseph Kabila a autorisé Kabila. 2008-2009, on le sait, que le Rwanda était ici. Merci bien. Pourquoi ils n'ont pas fini les FDLR? Merci bien, M. Joseph Benita. C'est ça la vérité qu'il faut dire. D'accord. Maître Magana-Kopia, de bien vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, je vous pose la question des solutions, parce que vous avez évoqué un aspect qui n'est pas souvent évoqué. Vous l'avez évoqué, vous avez donné votre argumentaire. Bon, ce que vous dites, ça n'engage que vous. Ça n'engage pas Congo Buzz. Ça n'engage que vous. Alors, dites-nous, Maître Gamakolo, puisque vous tracez ce tableau, comment trouver la paix définitive par rapport à ça? Bon, tout d'abord, ta question de départ, c'est une question très, très, très intelligente. Parce que vous avez posé une question sur les enjeux géopolitiques. J'ai donc démontré dans mon développement qu'il y avait un enjeu géopolitique parce que le Congo est un pays riche en minerais. Nous sommes une télécratie. Nous avons toutes les matières stratégiques nécessaires. C'est un enjeu géopolitique. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui permet au Congo, si nous sommes intelligents, qui pourrait nous permettre de rayonner sur la scène internationale, d'avoir une certaine influence dans la décision des choses qui se passent dans le monde. Nous pouvons peser parce que notre capacité extractive en termes de minerais nous fait de nous un pays important. Vous voyez, ça c'est géopolitiquement. J'ai dit qu'il y avait un autre aspect, ce qui est le plus important pour moi. Pour moi, c'est le plus important, c'est la démographie. La démographie, c'est-à-dire la population qui occupe l'Est, leur constitution. Utututi, Nande, Avu, Unde, Kumu. Vous voyez, toute cette composition-là, Mouch, Bashi, toute cette composition de population avec les conflits intra-ethniques, interethniques qui est à l'Est, constitue également un enjeu géopolitique parce que
Nous avons les mêmes compositions des populations au Congo et dans les pays limitrophes. Je vais vous donner un exemple, par exemple, les ADF, dont ils ne parlent pas, parce que les gens sont toujours offusqués quand il s'agit des Nord Kivu, mais des Rutshuru et Massis. Mais quand vous allez dans les Grands Nord, il y a les ADF qui viennent de tuer 90 personnes. Vous n'avez même pas évoqué ça. C'est comme si quand ce n'est pas les M23 qui tuent, ça n'intéresse pas. 90 personnes. J'espère que si, il y a une opération conjointe, mon confrère de l'UDPS qui est à côté, oui, il a suivi quand même qu'on a tué 90 Congolais. Eux aussi sont des Congolais. On ne peut rien, je ne sens pas les mois. Bon, qu'à cela ne tienne, pour vous montrer qu'il y a une stigmatisation d'une communauté. Quand c'est une communauté spécifique, il y a une question touti. Ça, je l'ai dit. Mais je voulais donc dire ceci. Cette question touti est devenue un enjeu. Pourquoi les Congolais, Attendez, je vais finir. Pourquoi les autres... Dans mon temps de parole, si vous me prenez là, je vais dire, la question touti est devenue un enjeu de géopolitique dans cette guerre. Parce qu'aujourd'hui, au Rwanda, ce sont les Tutsis qui sont au pouvoir. Et quand je vois Museveni, il n'est pas Tutsi, mais il est aussi nilotique, un peu. De par sa tribu, sur Mouniankore ou quelque chose comme ça. Parce que les Bafumbira sont des Tutsis qui sont à l'Ouganda. Il faut que les gens sachent que cette constitution-là, et même Ruto, à un moment on a dit non, même les militaires rwandais, les Kenyans qui sont venus ici, Bazabe Tutsi. Il y a des gens qui le disaient. Donc vous comprenez que cette question Tutsi, même si on veut l'évacuer en nommant des Tutsis à des postes, reste une question brillante comme l'œil du cyclone. Et le fait de dire que tel est Tutsi, il est général, tel est Tutsi, il est officier, tout ça, ça ne résout rien parce que même dans l'armée des nazis, il y avait dans les partis nazis, il y avait des juifs. Hitler lui-même, sa maman, je vous informe, Hitler avait des ascendances juives. Ne comparez pas. Parce que nous sommes en train de devenir comment dire, des petits nazis tropicaux. C'est juste l'histoire. C'est l'histoire. On ne peut pas faire la géopolitique. Pas comparer les deux situations. Non, moi je compare. C'est ma responsabilité. Je les compare. C'est l'histoire. Parce qu'en tant que géopolitologue, j'ai réfléchi à l'histoire du monde. La géopolitique, je vous informe, ça concerne aussi les affaires étrangères. Il faut comprendre comment le monde évolue. Alors, je voulais donc dire ceci pour revenir au problème spécifique du Congo. On ne peut pas trouver le problème, la solution au problème de la guerre de l'Est sans créer une cohésion, une unité nationale. Sans combattre les discours de haine, des discours qui stigmatisent, cette propension que les gens ont, surtout les gens qui sont dans la politique, ont de désigner tels comme étrangers. Vous comprenez? Parce que les conflits internes, intra-congolais, naissent des injustices qui provoquent des frustrations dans certains groupes et qui poussent des gens. Tout le monde, moi je suis contre, je vais être sincère, je suis contre le fait de prendre les armes pour revendiquer. Mais moi, c'est moi. Chacun a ses ressorts. Il y a des gens qui n'arriveront pas à avoir la hauteur que moi j'ai quand j'ai subi une injustice de ne pas prendre les armes. Il faudrait savoir que tout le monde ne pense pas comme mon co-débatteur Mbenza ou comme Terranova qui est plus ou moins posé, parce que je vois Mbenza mal prendre des armes, même si on disait que les Bayombe ne sont pas des Congolais, je ne les vois pas aller en train de prendre des armes. Mais ça, c'est le tempérament d'un chacun. Ceux-là, ils ont pris. C'est condamnable. Ici, il n'est pas question de dire c'est la théorie du ministre des Affaires étrangères. Si aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères dit que le ciel est bleu et que je dis que le ciel est bleu, je deviens maintenant pro-ministre des Affaires étrangères. Ça dit que vous êtes prêt à nier des réalités parce que ça sort hors de l'adversaire. Or, en géopolitique, oui. Ce n'est pas le fait de comprendre comment l'autre réfléchit ne signifie pas que tu es d'accord avec ce qu'il fait. Quelle solution? Nous devons, si nous voulons réfléchir, il faut avoir une intelligence géostratégique, une intelligence géopolitique, de comprendre comment nous pouvons faire pour nous sécuriser mutuellement. C'est-à-dire que le Congo et tous ses voisins de la région des Grands Lacs, ils doivent trouver des mécanismes conjoints militaires pour se sécuriser mutuellement. Je réponds à cette question quand même, parce qu'il avait posé une question. Quand est-ce que le gouvernement congolais a aidé le Rwanda à traquer l'FDLR? Au courant des années 2019 et 2020. À l'époque, notre président et le président du Rwanda, ils avaient des rapports plus ou moins cordiaux. Vous n'allez quand même pas oublier qu'à un moment, il y a eu même des accords commerciaux entre nous et le Rwanda, et que les Rwandais descendaient en Djili. C'est-à-dire que vous voulez même refuser ce qui a été. Il avait sa base à Goma. Oui, et puis il faut savoir ça, qu'il y a eu même à un moment un volcan où les Congolais sont allés se réfugier au Rwanda et ils étaient bien... C'est-à-dire que, moi je vais vous dire ceci, il y a des étapes, je chute en disant ceci.
pour donner la solution, il y a eu 2 étapes dans les régimes actuels. Il y a eu les premières étapes, la première étape de 2019 à 2020. C'est à cette étape-là, des premiers 2019 à 2022. Parce que la résurgence de 2023, c'est en 2022. Si je prends de 2019 à 2022, vous allez voir que c'est l'époque où le M23 était reçu ici pendant 14 mois, personne ne l'a nié. De 2019 à 2022, c'est à l'époque où on a tué Sylvestre Mudachumura dans une action conjointe. Vous pouvez aller vérifier si vous n'êtes pas informé, entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise. Ce n'était pas quelque chose qui est passé au Parlement non plus. Donc c'est quelque chose qui s'est fait entre nos services de sécurité. Et au moment où nous parlons, les accords de Luanda n'ont pas encore dit les derniers mots. C'est-à-dire le processus du Luanda a produit au moins un document qui a été signé par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et le ministre des Affaires congolais, qu'on appelle le CNOPS, qui est un concept des opérations. Merci beaucoup. Vous comprenez? Et cela est toujours en vigueur. Et vous allez voir dans les réactions que vous avez données, tous les pays qui ont condamné les attaques des M23, la prise des Rutshuru centre, ont dit également qu'il faut privilégier les processus du Luanda. Donc on y est toujours. Merci beaucoup. Donc on ne peut pas en même temps négocier et inciter l'adversaire. Merci Damien Terralo. On n'incite jamais l'avenir. Moi je crois que dans l'avenir, si nous rentrons dans la formule de Fachi 1 au début, nous pouvons trouver la solution à ces problèmes de guerre. Votre solution par rapport à ce problème? Vous savez, d'abord, je remercie mon co-débatteur, M. Mbenza, qui est très lucide. Et il a dit quelque chose de très, très important qui n'a jamais été dit dans le média, en tout cas, quand nous parlons de cette question de Rwanda. Il reconnaît au moins que dans ce territoire-là, il existe de Tutsi-land. Hein, permettez-moi de le dire comme ça, c'est-à-dire des personnes aphasiées nilotiques, donc des Tutsis. Et il nous a cité ici Gisaro, qui est contesté par Bitakwira d'ailleurs. Il nous a cité Pacific Sunzu. Pardon? Massunzu, que je connais personnellement, hein, qui est de là. Et quand il me voit, il sait me reconnaître. Vous avez, ils sont plusieurs. Et sur ces plateaux, je l'ai dit la dernière fois, qu'il existait des personnes assez faciées-là sur ces territoires. Il y a des gens, j'ai attrapé, si j'étais à l'époque où on lapidait des gens avec des pierres, plusieurs m'auraient jeté de pierres, parce que pour eux, ils se disent, ça n'existe pas au Congo. Mais au moins, aujourd'hui, nous avons une intelligentsia qui le reconnaît et qui le dit tout haut devant un micro, et qui n'est pas le moindre, c'est un haut cadre de l'UDPS. Je crois que ça, c'est déjà un très bon rhétorique qui commence. Et si les autres peuvent prendre cela, parce que nous avons diabolisé, nous avons perdu des amis. Nous avons perdu des amis, nous avons perdu des frères, tout simplement parce qu'ils portaient ces faciès-là, en les traitant des étrangers. Pourtant, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Congolais purs et simples. Donc, quand nous disions ici que, monsieur, comment dire, il y a des groupes hostiles qui sont arrivés, lisez Maître Kamanda Wakamanda, vous allez comprendre ce qui arrive aujourd'hui. Parce qu'il l'avait dit déjà à son époque. Maître Kamanda Wakamanda, à l'époque, il était secrétaire à l'OUA. Il a dénoncé cela et il a vu les dangers venir. Et il en a parlé à Mobutu. C'est pourquoi quand vous lisez l'Honoré Ngwanda, quand il écrit son livre sur ce qui est arrivé effectivement au Rwanda, il vous dit, après avoir parlé, parce qu'il venait d'une réunion, il dit, après avoir parlé, Mobutu a fait de 100 pas et il pleura. Solution. Il pleura. Oui, je vais arriver à la solution. Parce que le temps la solution, je vais dire, bon, je ferme la parenthèse, la solution, moi je l'ai proposée depuis le premier jour où il y a eu des balles à Bunagana. J'étais dans une émission à la télévision, j'ai dit à M. Félix Tshisekedi à l'époque, je dis, écoute, pour que nous mettions fin à cette guerre, nous devons organiser une cohésion nationale, un débat ouvert sur le plan national, invitant tous les Congolais à parler sur cette situation, sur ces problématiques-là. Parce que s'il n'y a pas de débat national, nous aurons toujours des problèmes sur ce côté-là. De ce côté-là. Il faut écouter ces Congolais-là qui sont dans les M23. Il faut les inviter au débat national. Mais mon frère, si tu les appelles Congolais, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes dans une famille, il y a un qui vend la parcelle, parce que nous en avons 3, 4, 5, nous l'excluons de la parcelle. Non. Le jour que nous aurons un deuil, si notre père arrivait à mourir, par exemple, il viendra, c'est le fils de la maison. Donc, moi je pense que même ceux qui sont de l'autre côté, ça ne sert à rien de...
Moi, Monsieur Mbenza, s'il vous plaît, je le dis, il y a Antoine peut m'entendre aussi. Quand il fait un débat, il fait une déclaration en disant, même si les M23 arrivaient à ma porte, je ne négocierai pas. Est-ce que entre Massissi, Rutshuru et Kinshasa, est-ce qu'il a calculé le nombre de personnes qui pouvaient mourir pour que les M23 lui arrivent à la porte et que lui refuse de négocier avec ces derniers? Je pense que ça, ce n'est pas du tout sage de sa part. Ce qu'il doit faire, c'est préserver des vies qui sont encore là et d'éviter à ce qu'il y ait de morts. S'il faut négocier, Mobutu a dit, même s'il faut faire un accord avec le diable pour qu'il y ait la paix au Zaïre, je le ferai. Alors, si ces gens-là sont le diable et que si, en négociant avec eux, nous aurons la paix, faisons-le. La paix, le chef de l'État disait, je veux la paix, mais pas n'importe quel prix. Là, je m'en souviens. Alors, Monsieur Mbenza, solution. Je défends la République. Mes deux amis, eux, ils défendent le Rwanda. Non, on n'en a rien à voir. Quand vous avez parlé, moi, je n'ai rien dit. Le Rwanda. Quand vous avez parlé, je n'ai rien dit. Hein? Tolérance. Tolérance. Monsieur, tolérance. Mais tolérance. Tu fais des attaques personnelles. Finalement. Tu nous accuses à la population. Nous, on ne soutient pas le Rwanda. Non. Mais s'il vous plaît. Non, on ne peut pas parler. On ne peut pas être en dehors du sujet. Oui, il faut le retirer. Mais des amis qui défendent le M23. Parce que je crois que ça leur arrange. Pourquoi tu nous parles de la défense? Mais finalement. On parle de la République. Voilà, continue à parler. Si nous comprenons bien, M. Mbenza défend le FDLR. Parce qu'il se bat pour le FDLR. Je vais balayer deux mensonges que j'ai entendus ici. La première des choses, jamais au grand jamais, il y a eu des opérations conjointes entre l'armée rwandaise et congolaise pour traquer les FDLR. Jamais. Il y a eu des accords, il n'y a même pas des accords, ce sont des MOU, des mémorandums d'entente signés à l'hôtel Serena à Goma. dont M. Jean-Lucien Boussa, que je salue, avait posé sa signature pour la partie congolaise. Ce n'était pas un accord, un MOU, mémorandum d'entente. Deuxième de choses, je balaye encore ici, les groupes d'autodéfense se sont créés quand l'envahisseur rwandais est venu. Attendez, monsieur, quand vous parlez, moi j'étais calme. Quand l'envahisseur rwandais est venu massacrer nos frères, c'est comme ça, ils se sont mieux en autodéfense pour protéger leur terre. C'est ça la vérité. Allez vérifier à l'Est. Nous tous, nous y avions mis un pied un jour. Deuxième de choses, je continue à balayer des mensonges. Ici, le président a dit à Londres que des Banyamulenge sont nos frères. Voilà le discours. Parce qu'il y a manipulation de Kagame face à nos frères qui sont nés ici et d'autres que Kagame a injectés de manipulateurs qui ont corrompu certains d'entre nous, qui ont cette faciès-là que nous connaissons comme nos frères. Certains d'entre nous, ils sont ici à Kinshasa, ils ne sont pas seulement à l'Est, nous vivons avec eux chaque jour dans nos quartiers, ils vivent en paix ici. La marginalisation doit évoquer, mon frère, c'est faux et archi faux. Qui est une raison, une cause pour créer des insurrections, des mouvements subversifs, pour revendiquer leur identité en tant que Congolais. Voilà la solution que le président a évoquée. Jamais au grand jamais. Il y aura négociation avec le M23. Jamais au grand jamais. Il y aura mixage et brassage qui nous a conduit RCD, CNDP, M23. C'est fini. Notre solution, c'est l'option militaire. Aujourd'hui, nos vaillants militaires, je loue leur bravoure, nous ont récupéré Massoussi Centre. Ils sont en train d'avancer. Le président est en train de construire une armée républicaine. Je dis une armée républicaine. Une autre solution, c'est le périple diplomatique pour aller auprès de ceux qui poussent ces gens-là, qui arment ces gens, qui financent. Ils sont à l'extérieur. Parce que Kagame n'a pas le moyen. Mais M. Mbenza, négocier avec le M23, négocier avec eux, discuter avec eux, ils ont déjà été ici à Kinshasa, je pense qu'ils ont fait 14 mois, le chef de l'État lui-même l'avait dit. Pourquoi à l'époque on les a appelés, mais aujourd'hui on ne peut pas les écouter? Mais le problème est que M. Gilbert Kankonde, ça a valu son poste. Parce que quand on a présenté, c'est que c'est eux qui revendiquent, les deux soutiennent cet accord, hein, il faut le dire. Quand le président a eu connaissance de cela, c'est une haute trahison. D'ailleurs, M. Raymond Tshibanda, sa place est en prison. Même M. Olusegun Obasanjo avait dit à Raymond Tshibanda ne signez pas cet accord avec le CNDP.
Mais il a posé sa signature pour le compte de la RDC et que la communauté internationale nous réclame de respecter nos engagements signés par M. Raymond Tshibanda. Je vais encore plus loin, monsieur. Il parle de la cohésion au niveau interne. Mais monsieur, quelle cohésion vous parlez? Ici, on a besoin de la cohésion autour des FARDC. On n'a pas besoin d'une cohésion politique, ça n'arrivera pas. C'est déjà des choses qu'on a essayé qui ne marcheront jamais. On a besoin d'une cohésion autour des FARDC. Ça n'appelle pas à une table pour qu'on discute. Bien que beaucoup d'entre nous, Congolais, entre guillemets, ils ont vendu leur âme, qui louent la bravoure de Kagame et de son armée criminelle quand il récupère Massi Centre. Vous avez vu, tout le monde a tweeté. Mais aujourd'hui, personne ne tweet. Hein? Tout le monde reste bouche bée. De quelle cohésion vous voulez? De gens pareils? Nous avons besoin de la cohésion autour des FARDC, que tu sois de l'UDPS. Que les gens quittent de soutenir le M23 comme mes amis, qui soutiennent leur armée. Parce qu'au finish, dans le M23, même Nango aujourd'hui est en difficulté, c'est le Rwanda. C'est l'armée rwandaise. C'est vérifiable. Et c'est avéré. Maintenant, comment discuter avec ces gens-là? Pourquoi les États, les États puissants, les États membres du Conseil de sécurité, tels que la France, les États-Unis, demandent à ce que le gouvernement congolais puisse privilégier le processus diplomatique? Non, le processus de Luanda. Parce qu'il faut dire deux choses. Le processus, la feuille de route de Nairobi, c'était pour régler le problème de groupes armés. C'est ça la vérité. Processus de Luanda, ça concernait le Rwanda et la RDC. Mais au finish, au dernier round, le Rwanda a brandi la rhétorique que mon frère vante ici du M23. Étant donné que Ruto avait déjà dit le M23 c'est une affaire entre Congolais. Kagame lui-même a dit le M23 est une affaire entre Congolais. Mais comment Kagame amène encore dans son agenda le M23? Et que des compatriotes nous demandent, nous, le pouvoir, de négocier avec le M23. Donc Kagame est avocat. C'est quoi la conséquence des négociations? La conséquence, nous devons résister. Moussa l'avait dit. Nous devons résister. Nous devons nous battre. C'est ça la solution, il n'y en a pas deux. Pourquoi la communauté internationale nous exige de dialoguer avec le M23? Mais c'est clair, monsieur Dan. Monsieur Dan, il réclame le temps, je peux lui donner. Non, monsieur, mais finalement, ils sont mal à l'aise, ils sont allergiques. Mais c'est lui qui gère le temps. Mais opposants, pourquoi vous vous agitez? Pourquoi la communauté internationale nous exige de respecter, de dialoguer avec le M23? Mais c'est clair, mais c'est Joseph Kabila qui a signé les accords dont les Nations Unies ont apposé leur signature. Par M. Olusegun Obasanjo. L'Union africaine a apposé sa signature au travers de M. Aldo Aelo. Mais le président dit, en tant que patriote, nous n'allons pas négocier avec le M23, nous allons traiter directement avec le Rwanda. Merci bien, M. Joseph Mbenza. Voilà, la régie nous montre qu'on a tellement plus beaucoup de temps. Hein. On a vraiment... vous avez donné... On a vraiment... Non, c'est pas ça. On a vraiment développé le premier sujet. Le second portera sur quelle est la suite du processus de Luanda. Je garde le même casting s'il le voudra bien. Je vais les retrouver la semaine prochaine pour ce deuxième sujet. Ce deuxième sujet. Mais on va finir. On va finir, messieurs, dames, hein, pour développer ce sujet. Mais je donne à chacun 2 minutes. Hein. Je crois que je vais déborder quelques secondes. 2 minutes à chacun, s'il vous plaît. C'est lui qui devait prendre la parole. Monsieur... En fait, je vous l'ai dit ceci, parce que comme on est à la fin, je vous épargne de me poser encore une question qui va prendre quelques secondes. En fait, la MONUSCO a arrêté des vagues de FDLR et ils ont été évacués au Rwanda, d'après M. Mbenza. Mais il nie qu'il y a eu des actions conjointes ici pour arrêter les FDLR. Mais je rappelle qu'il y a même une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui considère les FDLR qui sont au Congo comme étant un groupe génocidaire à arrêter. Il y a même des mandats d'arrêt international qui ont été lancés contre ces Sylvestre-là qui a été tué en 2019 ou 20 ici, dans nos forêts à l'Est. Il y a eu des mandats d'arrêt international. C'était sous quel président? Vous comprenez? Quand on vous dit que Lucien Boussa a signé a signé un MOU par rapport aux accords fiscaux, parce qu'il fallait uniformiser notre fiscalité au niveau de la frontière. Mais les accords qui ont été signés pour l'exploitation aérienne avec Rwandais,
les accords qui ont été signés pour les raffinements de l'or du Congo au Rwanda et tout ça, ce n'est pas Lucien Mboussa qui a signé. Et c'était à l'hôtel Serena. Moi, je ne comprends pas quand on veut, parce qu'on déteste les gens. C'est là où je dis que la haine était mauvais moteur. Mais tout ce qui y a été dit ici prouve au moins. J'ai dit ceci, la haine était mauvais moteur. Mais tout ce qui a été dit ici, même par mon contradicteur qui essayait de me contredire, prouve à suffisance des faits et des droits que le problème démographique est posé. La question tout est posée et que c'est une question qui est géopolitique. Pourquoi? Parce que c'est une question qui devient un enjeu de puissance entre le Rwanda, l'Ouganda et le Congo. C'est pourquoi c'est une question qui est géopolitique. Et pour conclure par rapport à votre émission qui pose quels sont les enjeux géopolitiques de la guerre de l'Est, il ne faut pas oublier la question des démographiques et la question des citoyennetés d'une partie des Congolais. 2 minutes à chacun. Monsieur Daniel Piranova, vous avez semblé privilégier la voie du processus diplomatique. Pour vous, le chef de l'État ne devra pas laisser les M23 avancer? Il doit faire quoi? Bien sûr, il ne doit pas le laisser. Avant de répondre à votre question, laisse-moi revenir sur quelque chose que... Enfin, essayer de recadrer un peu M. Mbenza. Quand nous venons sur le plateau, nous laissons nos émotions en dehors ou bien loin de nous, parce que nous devons parler des questions très cruciales qui engagent plusieurs Congolais. Et quand nous venons, nous donnons nos idées, cela ne veut pas dire forcément que nous représentons ou nous défendons qui que ce soit. Moi, je suis libre. Personne ne m'envoie à la chaîne. Je viens de mon propre gré et je viens parler de ma république, qui est la République démocratique du Congo. Et je la défends comme j'entends, selon mon intelligence. Et c'est une prérogative qui m'a été donnée par la Constitution que vous voulez changer, mais qui est encore là et qui va continuer à rester, qui me dit j'ai la liberté des réflexions. Donc, je réfléchis et je propose. Alors, ne me collez pas, parce que je ne connais pas Kagame, ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne connais pas, je ne sais pas, tous ces badauds qui sont en train de faire la guerre là-bas. Je ne suis pas leurs amis, je ne le connais pas, donc je ne peux pas les défendre. Ils ne m'ont pas mandaté. Quand je viens à la télé, je parle de ce que moi, je pense que c'est la bonne, c'est la bonne pour que mon pays soit en paix et prospère. C'est ainsi que je dis et je redis. Je l'ai toujours dit d'ailleurs. Je crois que votre président, M. Félix Tshisekedi, le sait. J'ai toujours dit que la voie du dialogue est la meilleure. Premièrement, parce que nous avons une armée faible. Il ne suffit pas seulement de passer à la télévision et de dire FRDC, très fort, très fort, très fort, pendant que FRDC, sur 10 localités prises, il en récupère 1. Soyons logiques. Soyons logiques. Je l'ai toujours dit. Je lui avais même dit en son temps, M. Mbenza, que concentre-toi, au lieu de gaspiller de l'argent dans des voyages inutiles, je le dis bien inutiles, concentre-toi à nous former une armée forte et dissuasive. Je lui ai même proposé de reprendre Kotakoli, où nos parents ont été formés, parce que moi je suis fils de militaire. Ils ont été formés à Kotakoli et on avait des vaillants, des bons militaires qui ont fait la guerre à ces mêmes Rwandais-là. Très bien. Je lui ai dit, au lieu de gaspiller de l'argent, au lieu de laisser des voleurs qui sont la plupart les pères de famille, comme vous les appelez aujourd'hui, au lieu de continuer à les soutenir et à les refuser, à les soustraire à la rigueur de la justice, prenez cet argent-là, investissez dans les académies militaires. Très bien. Pour que nous ayons un pays fort. Mouzé Laurent Désiré Kabila avait, je ne suis pas aussi son partisan, hein, Mouzé Laurent Désiré Kabila avait un projet de faire 1 million de militaires. 1 million ou même, il en disait 4 millions. Pourquoi? Parce qu'il connaissait cette histoire. Un jour, nous serons agressés à cause de nos minerais. Mais au lieu que de venir, parce que pour vous, si on ne dit pas, on ne cite pas... Merci beaucoup. Moi, Kagame, je ne peux pas citer tout le temps son nom. Merci parce beaucoup. qu'en parlant d'une personne, s'il vous plaît, messieurs, dames, je chute. En parlant d'une personne, vous l'encensez, vous l'agrandissez. Moi, ce que je voulais, et je l'avais proposé, c'est de faire la guerre directe à Kagame. Chose que vous n'avez jamais fait. Chose qu'il n'a jamais déclaré, la guerre contre Kagame directement. Parce que nous savons que c'est Kagame qui arme les M23. Parce que nous savons que c'est Kagame qui tue nos frères et sœurs à l'est de la République. Mais défenestrons-les. Pourquoi aller Et puis, autre chose, parce que nous savons que nous avons une armée forte, dissuasive et tout ça comme vous le vantez.
Eh bien, allons au Rwanda, mon frère. Merci bien. Alors, M. Mbenza. Si on ne sait pas aller au Rwanda, M. Mbenza, et je le dis à tout Congolais, allons aux négociations. M. Mbenza, vous avez aussi 2 minutes. Dites-nous comment régler ça. Ce que j'ai aimé dans cette émission, j'ai fait sortir le côté opposant de mon frère en face. Et je m'en félicite. D'ailleurs, pour votre information, le 8, nous serons à Lembaïmbo avec l'honorable Socrates Mouvenga pour parler du changement de la Constitution. C'est notre droit aussi. Oui, bien sûr. Deuxième chose. Ouais. Ce qui m'a choqué, ce qui m'a éclairé, même effaré, de voir mon frère congolais qui raconte que de l'autre côté, il y a des criminels, des badauds, et il nous demande de négocier avec. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Mais il dit encore, il part encore, là, nous avons une armée forte. Et il en va, nous avons une armée faible. Qui vous a dit que nous avons une armée forte et faible? Moi, je le dis aux Congolais. Bon courage à nos jeunes gens. Aujourd'hui, nous avons l'académie militaire ici, qui a été fermée pendant plus de 20 ans à Lausanne ici. Tous les CI dans le pays ont réouvert leurs portes. Vous n'êtes pas informés. Parce que vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe au pays, mais vous êtes accro au M23. Donc vous êtes agent publicitaire. Mais quand vous parlez, je ne parlais pas, monsieur. Attendez, monsieur, j'ai encore 1 minute. S'il vous plaît. Oh, attendez. Je n'ai pas encore fini de vous rencontrer. Mon frère à côté, il a raconté sa vie. J'ai parlé du MOU, il m'a poursuivi, il parle de Sakima, on a signé des accords. Mais les MOU concernant le Sakima, mais c'est où vous ramassez ce que vous dites ici? Vous, attendez, monsieur, quand vous parlez, moi j'étais calme, je suis le seul qui était calme, vous êtes à 2. Sakima était dans le MOU, et il y a eu 3 accords. Le premier accord concernait le Sakima, avec une entreprise américaine basée au Rwanda. Vous n'êtes pas au courant de ça, mais vous vous vantez connaître l'Est. L'autre concerne... Monsieur, attendez. Vous êtes à 2. Je reviens à mon frère qui vante la faiblesse de notre armée. Ça, c'est le manque de patriotisme. Et puis, il dit le président fait des voyages inutiles. Mais attendez, messieurs. Et le katumbiste. Le président ne fait pas de voyages inutiles. Le président fait des voyages utiles pour le pays. Et c'est ces voyages-là qui a changé la rhétorique, le narratif de Kagame aujourd'hui. Il dit ne pas connaître Kagame, mais non, faux. Comment vous savez que Kagame qui a armé le M23? C'est que vous connaissez Kagame. Comment vous dites que nous devons négocier avec des badauds et des criminels et appeler Félix à négocier avec? Nous disons, en tant que patriotes, nous n'allons jamais négocier avec le M23, nous allons nous adresser à Kagame. C'est là la solution. Et notre armée, tu dis une seule localité, il n'est pas informé, mais il sait que le M23 a récupéré 10 localités, l'armée rwandaise. Mais je t'informe, tu es de l'Est, mais tu n'es pas informé que nous sommes au-delà des 10 localités récupérées. Je peux le citer. Mais tu as parlé de Bambo. Bambo est où? Tu as parlé de même Katae, K-A-T-A-A-K, de noms compliqués comme ça à l'Est. On a plus d'une dizaine de localités récupérées. Massi 600 vient d'être récupéré. Est-ce que tu en as inventé ici? Voilà des Congolais qui nous demandent la cohésion, mais ils sont contre leur armée. Mais messieurs, attendez. Mais vous êtes au courant de ce que Kagame a récupéré. Et vous êtes incapable de savoir ce que l'armée a récupéré. Voilà. La cohésion nationale. Autour de la politique, ça ne se fera plus. Aux élections, autour des FARDC. Voilà la solution. Mesdames et messieurs, cette émission est complètement terminée. Je vous dis au revoir et à la prochaine.